Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail, c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Les emballages, sujet hautement épineux. Ils sont bien utiles au quotidien pour protéger les denrées, informer le consommateur, les dates de péremption, modalités d'utilisation, composition du produit. Mais 90 milliards d'emballages sont utilisés par les Français chaque année. La durée d'utilisation moyenne d'un emballage n'excède pas 20 minutes. Les Français sont de plus en plus excédés par la multitude de déchets générés par les multitudes d'emballages, sans compter les impacts environnementaux générés. Une association internationale, Open Food Facts, œuvre à la qualité nutritionnelle de nos produits alimentaires en travaillant avec les gouvernements, notamment sur le Nutri-Score. Alors pour aller plus loin, l'association travaille actuellement avec l'ADEME à la mise en place de l'Éco-Score. Il donne une note écologique de A à E pour comparer en un seul coup d'œil l'impact des produits alimentaires sur l'environnement. Pour creuser le sujet de l'emballage de l'Éco-Score, j'ai invité aujourd'hui un duo. Sarazine Ouattara, qui déploie les actions d'Open Food Facts à l'international, et Gala Nafikova, qui est en charge de la communauté de l'association. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, je vous pose une première question. Tout simplement, je vous propose de vous présenter chacune et aussi de présenter votre association. Oui, du coup, je suis Gala et j'anime la communauté d'Open Food Facts qui porte beaucoup ce projet citoyen. Alors bonjour, je m'appelle Sarazine Ouattara et je suis stagiaire en développement opérationnel à l'international chez Open Food Facts. Ok. Et alors, en quoi consiste l'objet de votre association ? Donc, Open Food Facts, c'est en fait la plus grande base de données alimentaires ouverte au monde. Et c'est un peu comme une sorte de Wikipédia de l'alimentaire. Sa mission est celle d'informer les consommateurs et de leur donner les moyens de mesurer à grande échelle l'impact des aliments sur notre santé, mais aussi sur celle de la planète. Chez Open Food Facts, on pense que l'alimentation est une priorité pour la santé et l'environnement et que les informations qui concernent l'alimentation sont d'intérêt public et devraient être ouvertes et accessibles à tout le monde à tout moment. C'est une association qui a eu 10 ans l'année dernière. C'est une association qui est pionnière pour la transparence dans l'alimentaire. Nous avons environ 20 000 contributeurs qui portent donc le projet, qui est un projet collaboratif. Sur notre base de données, on a quasiment 3 millions de produits du monde entier. Et c'est aussi une plateforme qui encourage plus de 200 petits et grands producteurs à partager leurs données aussi et être dans une démarche de transparence. Voilà un peu sur Open Food Facts. Bravo. Alors, si je ne me trompe pas, votre association a œuvré pour la mise en place du Nutri-Score. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche et finalement en quoi consiste le Nutri-Score pour les producteurs ? Le Nutri-Score, beaucoup d'entre nous connaissent ce que c'est parce qu'on le voit au quotidien sur le packaging quand on va faire course. Donc, c'est un score de 5 couleurs de A à E et c'est une indication sur la qualité nutritionnelle d'un aliment. Sur le marché français, il y a plus de 30% des produits qui affichent déjà le Nutri-Score et c'est un score qui peut être apposé
d'une façon volontaire par les producteurs. Donc, ils ne sont pas obligés de l'afficher, mais on voit que beaucoup choisissent de l'afficher parce qu'il a la demande, parce que les consommateurs veulent plus de transparence. C'est un score qui n'a pas été développé par Open Food Facts, mais par l'Agence Santé publique France et aussi par l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et le Haut Conseil de la santé publique, pour justement faciliter la compréhension des informations nutritionnelles par les consommateurs et les aider à faire des choix plus éclairés. Comment Open Food Facts s'inscrit dans cette aventure du Nutri-Score, c'est que à l'époque, en 2015, nous avons accompagné les travaux du professeur Herzberg, qui travaillait avec les équipes de l'ERN aussi sur le développement du Nutri-Score. Et ils ont utilisé les produits existants sur la base. Bon, en 2015, on n'avait pas autant de produits, mais on avait quand même beaucoup de produits déjà sur la base. Ils ont utilisé ça comme une base pour voir comment le Nutri-Score pourrait fonctionner. Ça a bien fonctionné parce qu'en 2016, du coup, le Nutri-Score a été voté dans la loi de santé française. Progressivement, on voit que ça prend aussi en Europe. Il y a actuellement 6 pays qui adoptent le Nutri-Score comme celui qui a été créé en France, en fait. Et la chose qui est peut-être aussi intéressante à dire, c'est qu'on a vu que sur le marché, il y a une amélioration des Nutri-Scores. Donc, on voit que les producteurs changent leurs recettes, changent les formules ou la liste des ingrédients pour justement avoir un Nutri-Score qui est meilleur, ce qui fait qu'on a des produits un peu plus sains aussi. Et beaucoup de gens, il y a des débats sur le Nutri-Score parce qu'il y a aussi beaucoup de consommateurs qui ne comprennent pas forcément comment il fonctionne. Mais le Nutri-Score, par exemple, il fonctionne très bien pour comparer des produits au sein d'une même catégorie. Donc, par exemple, si je suis dans un rayon de marché et je voudrais acheter des céréales, je peux regarder les Nutri-Score et comparer au sein de cette catégorie, voir quel céréale a moins de sucre, par exemple, ou quel jus de fruits a moins de sucre comparé à d'autres. Ce qui est vachement intéressant et vachement facile. En fait, même un enfant peut savoir utiliser le Nutri-Score, savoir lire le Nutri-Score. Voilà. Très bien. Donc, finalement, votre association, elle a vraiment fait un énorme travail de veille sur la qualité nutritionnelle de l'alimentation dans notre pays. Finalement, si on parle plus spécifiquement emballage, quel est le problème sur les emballages dans le monde et aussi en France? Alors, en fait, contrairement à ce qu'on pense, la plupart des déchets que nous produisons ne sont pas recyclés, mais ils sont enterrés ou brûlés. Donc, dans le monde, il y a moins de 10% de tous les déchets qui sont recyclés. Donc, c'est très, très peu. À savoir que des fois, on ne sait pas comment recycler un matériel, parce qu'il peut être très complexe, il peut avoir plusieurs couches, il peut être du plastique, du carton, de l'aluminium, tout à la fois. Donc, pour séparer ça, c'est vraiment un procédé qui est très compliqué. Ou parce que, tout simplement, on collecte pas ce matériel-là et du coup, il sera jamais recyclé. Donc ça, c'est pour en savoir plus, vous pouvez consulter le rapport de Circularity Gap qui est vachement intéressant et qui va vraiment dans le détail sur le recyclage. Mais malgré ça, on sait que la réduction de l'impact des déchets est vraiment essentielle pour beaucoup d'entre nous. 29 des Français considèrent que la gestion des déchets est l'un des enjeux environnementaux les plus préoccupants, donc selon l'ADEME d'ailleurs. Et on est d'accord, le meilleur déchet est celui qu'on va pas produire. Mmh. Mais malheureusement, c'est pas la réalité du monde dans lequel on vit. L'économie circulaire, il y a plein de bonnes initiatives qui sont en train de sortir. Et la mission d'Open Food Facts, avec l'opération dont on va vous parler aussi sur les emballages,
c'est de mettre à leur disposition des données qui sont ouvertes en open data pour qu'ils puissent justement s'approprier de ces données-là et à partir de ça, chercher des solutions. Donc, on ne promet pas de trouver les solutions pour les emballages puisque c'est pas notre expertise en soi, mais on espère que ça pourrait aider à faire avancer la recherche sur des emballages qui vont être plus durables ou juste réduire leur impact, réduire leur taille aussi. Voilà. Très bien. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous mettez en place au sein d'Open Food Fact sur la problématique des emballages ? Donc, tout récemment, Open Food Facts et l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, on a lancé une opération ensemble, une opération citoyenne de collecte massive des données sur les emballages alimentaires. Alors, important à préciser parce qu'on on se tourne vraiment vers l'alimentaire. Et cette opération s'appelle Plein pot sur les emballages. Et l'objectif est en fait, comme je disais plus tôt, de contribuer à réduire leur impact environnemental. Alors, il me semble que c'est Sarrazine qui est plutôt en charge de cette question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement le dispositif Plein pot sur les emballages ? En quoi ça consiste ? Alors, Plein pot sur les emballages, c'est une opération emballage qui a été lancée en accord avec l'ADEME. Et celle-ci, elle a vraiment pour objectif de faire la récolte d'informations sur les emballages. Ça peut être le poids, ça peut être le matériau, ça peut être le nombre d'éléments qu'il va y avoir dans cet emballage-là. Et ceci, ça va permettre d'avoir une idée de ce que c'est le paysage des emballages, là précisément en France. Et du coup, ça va permettre aux chercheurs, ça va permettre aux scientifiques, ça va permettre à ceux qui sont chargés de recherche et développement d'avoir une idée, de récolter les données nécessaires et ainsi de pouvoir améliorer ces emballages-là sur le long terme. Et on va dire que par exemple, concrètement, comment ça va fonctionner, c'est que si je suis contributeur, je suis utilisateur de l'application Open Food Fact et que je souhaite entrer des données d'emballage sur, par exemple, mon pot de confiture préféré, il suffit que j'aille sur l'application, que je scanne le code barre. Je peux aussi aller sur le site internet, c'est aussi possible. Je rentre le code barre, le numéro du code barre sur le site internet et la plupart du temps, c'est des produits qui vont être faciles à trouver parce qu'on a, comme Galal l'a dit, on a presque 3 millions de produits sur la base. Et ce qui va suffire de faire, c'est d'entrer les informations de ce produit si elles sont pas déjà renseignées. Et pour les emballages, il va suffire du coup de se référer à l'étiquette, à l'emballage du produit, de voir ce qui est annoté et de remplir les champs qui seront correspondants dans l'application ou dans le site internet. Du coup, ces informations-là, ça va être la forme, ça va être, comme je vous ai dit, le nombre de produits qu'il y a à l'intérieur de l'emballage. Et surtout, si on possède une balance de précision, ça va être le poids de l'emballage. Et cette information, elle est vraiment très importante parce que c'est vraiment le point clé qui va permettre aux chercheurs de tendre vers l'éco-conception. C'est vrai que cette opération, elle demande un peu d'effort de la part des contributeurs, mais on espère sincèrement que le fait que leur contribution consolide vraiment la base, ce sera motivant pour eux. Ça va vraiment être moteur de changement. Et aussi le fait que toutes ces données-là, elles soient réutilisables. On précise encore une fois, l'open data, ça veut dire de la donnée libre. C'est vraiment leur faire comprendre que non seulement ils peuvent participer, mais aussi ils peuvent en profiter. Et du coup, ces données ouvertes, elles vont permettre d'informer la demande, de favoriser les conceptions et le tri, d'améliorer les politiques publiques, de nourrir la recherche scientifique dans le monde entier et surtout de soutenir l'affichage environnemental. Rien que ça. Et une autre façon dont vous pouvez participer à ça, vous pouvez le faire soit chez vous, du coup, en rentrant des courses, après avoir consommé vos aliments, mais aussi en organisant des scan parties pour que ce soit, on va dire, plus fun, plus amusant. Vous pouvez les organiser de votre côté et aussi vous aider de notre petit guide sur les scan parties qu'on retrouvera sur notre blog. Et aussi, on peut vous accompagner dans cette organisation. Vous pouvez le faire entre amis, en famille, avec vos collègues aussi. Et pour ça, grâce à ces scan parties, vous pourrez entrer des informations sur des produits tous ensemble, discuter de sujets autour des emballages, du tri, de la consommation, etc. Bon, après, on ne vous impose pas ces sujets, hein. Vous pouvez aussi parler de tout et de rien, il n'y a pas de souci. Et vraiment, c'est une activité qui peut aussi être organisée avec un jeune public parce que c'est une activité qui est très ludique. On a aussi lancé cette opération avec ce type d'atelier citoyen, par exemple, à l'Académie du Climat, à la mi-janvier. Et bien sûr, vous pourrez lire un excellent article de Reporter. Reporter, ça s'écrit REPORT2R, E comme la Terre, qui s'appelle « Trop d'emballage, faites changer les pratiques des industriels ».
Très bien. À ce moment-là, je vous proposerai de mettre le lien de l'article dans le descriptif du podcast. Donc finalement, les citoyens sont eux-mêmes un petit maillon de la chaîne, donc apporteurs d'informations pour cette énorme base de données qui elle-même servira directement à des chercheurs, si j'ai bien compris. Comment ils s'en servent de ces données? Est-ce que vous avez des exemples de chercheurs qui ont utilisé vos données et qui les ont utilisées pour en faire des choses intéressantes en bout de course? Ou des concepteurs de produits Par exemple, actuellement, les données qu'on va récolter sur les emballages, ça va servir à l'ADEME dans le développement de l'affichage environnemental qui va être en fait obligatoire à partir de l'année prochaine. Donc, si le Nutri-Score est sur une base volontaire et donc il n'est pas obligatoire sur les packs, l'affichage environnemental, par contre, lui, sera obligatoire. Donc, pour le moment, c'est en cours de développement. On ne sait pas trop comment ça va se présenter, mais je pense que justement, les données qui vont être récoltées sur les emballages vont aussi aider à penser à ce futur score. Je sais que nous avons beaucoup de chercheurs du par le monde qui utilisent nos données, mais après, ils ne sont pas forcément toujours mis en connaissance de cause, mais en tout cas, je sais que, par exemple, si vous allez sur le recueil des différentes études sur Google, vous pouvez trouver qu'il y a beaucoup de chercheurs qui utilisent nos données, en effet, que ça soit dans les études sur la nutrition. Santé publique France aussi utilise les données. Il y a aussi beaucoup d'applis réutilisatrices, par exemple, qui utilisent les données en partie parce que ce sont des données qui sont ouvertes et en libre accès. Voilà. Je peux aussi vous parler du coup sur le sujet de l'affichage environnemental. Donc l'éco-score, si je me trompe pas. C'est ça. L'éco-score, c'est quelque chose que Open Food Facts a mis en place il y a presque 2 ans maintenant avec plusieurs experts de l'alimentation et du numérique comme Étiquetable, Eco2, Initiative, Marmiton, Food Cherry, Yuka. On a conçu l'éco-score en fait justement en réponse à l'expérimentation gouvernementale qui est menée par l'ADEME sur l'étiquetage environnemental alimentaire en France. Et l'éco-score, ça se présente aussi comme un score de 5 couleurs qui vise à mesurer l'empreinte environnementale d'un produit alimentaire, un peu sur le même modèle du Nutri-Score. C'est une méthodologie qui est basée sur l'analyse du cycle de vie d'un produit. C'est pas une méthodologie qui est inventée par Open Food Facts, c'est en fait développé par l'ADEME. C'est une base qui s'appelle AgriBalise. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller voir parce que il y a plein de produits alimentaires et pas seulement. En fait, vont mettre un score selon les différents critères de l'analyse du cycle de vie. Et ça prend en fait 15 critères différents. Et à côté, il y a aussi des points bonus ou malus en fonction des critères. Par exemple, si un produit a des labels particuliers, justement s'il a un emballage qui se recycle mieux que d'autres, ou l'origine des ingrédients, par exemple. On a vu qu'il y a déjà plusieurs marques et distributeurs qui sont demandeurs d'un tel score et qui ont mis en place l'éco-score sur leur packaging, alors même qu'ils ne sont pas encore obligés. Et donc, en fait, depuis 2 ans, Open Food Facts travaille sur l'éco-score et l'étend dans 50 pays, grâce aussi bien sûr, à notre communauté, mais aussi grâce à l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, en fait, qui va reconnaître certaines images comme des labels, encore une fois, et qui va permettre de calculer l'éco-score à l'échelle sur tous les produits que nous avons sur la base. Donc, actuellement, sur la base, vous pouvez trouver 600 000 produits qui portent un éco-score, alors même que ces produits-là ne portent peut-être pas d'éco-score encore dans le supermarché. Mais vous pouvez, grâce à l'appli, déjà savoir quel est l'éco-score d'un produit. C'était assez fou parce qu'on a vu qu'en 1 an seulement, l'éco-score a eu le même effet que ce qui a pris 5 ans pour le Nutri-Score. Donc, il y a vraiment un engouement
et une demande pour ce type d'information sur l'impact environnemental d'un produit alimentaire. Je vais préciser qu'en fait, l'alimentation représente 28% d'émissions de gaz à effet de serre, 70% de la consommation en eau potable et la majorité du coup des déchets d'emballage. Il y a un sacré enjeu. Et alors, si je me trompe pas, en allant sur votre site, si je suis producteur, je peux aller calculer mon propre éco-score. C'est bien ça? Oui, en effet, sur Open Food Facts, vous avez aussi accès à une plateforme pour les producteurs. Et cette plateforme, en fait, c'est comme un espace privé qui est propre à chaque organisation et sur laquelle les producteurs peuvent entrer leurs données produits sans pour autant qu'elles soient directement visibles sur la base de données publique. Et du coup, cet espace privé, il va permettre le calcul de scores tels que le Nutri-Score, l'Eco-Score et le Score Nova, du coup, qui se réfère au degré d'ultra-transformation des aliments. Et ce, pendant et même avant la commercialisation du produit, grâce, du coup, à l'application des formules officielles. Et il est bon de préciser que nos contributeurs ne sont pas que des citoyens du coup et que nous encourageons également les producteurs à prendre part activement à la transparence avec leurs données produits en passant par notre plateforme qui est dédiée aux professionnels mais qui est du coup 100% gratuite. C'est très important de le préciser parce que tous nos services chez Open Facts sont complètement gratuits. Et ça, les producteurs mais aussi et les distributeurs qui ont leur marque propre. Par exemple, vous voyez Carrefour. Carrefour, c'est un grand distributeur, mais Carrefour a aussi des produits de sa propre marque. Du coup, si nous avons des relations avec Carrefour qui nous envoient leurs données, et les données qu'ils vont nous envoyer ne sera forcément pas des données produits d'autres producteurs, mais des produits de la marque Carrefour. Et autre chose qu'il est bon de dire, c'est que contrairement à la plateforme publique d'Open Food Facts, la plateforme pro va permettre aux producteurs d'emporter des données à une très grande échelle, du coup en très grand volume, c'est-à-dire que en un seul import, les professionnels ils peuvent nous transmettre 200, 300, 400 références de produits. Ce qui est vraiment très très pratique si on veut entamer une démarche vers la transparence. Et à ce jour, on compte plus de 200 enseignes, marques et petits producteurs qui ont rejoint nos rangs depuis 2012. Du coup, depuis exactement 11 ans maintenant. Et pour ce qui est des grands groupes, on travaille avec Carrefour, comme je l'ai dit plus tôt, avec Intermarché, avec Nestlé, avec Unilever, Ferrero, etc. et d'autres marques comme Léa Nature, le groupe Barilla, Mendy's, etc. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on n'oublie pas du tout les petits producteurs. On a plein de producteurs avec qui on travaille, qui ont une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de produits. Ça peut être des miels, ça peut être des tisanes, des biscuits, etc. Et c'est vraiment un appel pour dire que cette plateforme, elle s'adapte à tous les publics. Et que vous, professionnels qui nous écoutez, n'hésitez pas à passer à l'action et à nous rejoindre aussi. Aujourd'hui, il y a 2 personnes qui s'occupent à plein temps de l'accompagnement de ces producteurs, dont une qui est moi, Saradine. Enchantée. Et notre première mission, quand on travaille avec les producteurs, c'est vraiment de les convaincre de partager leurs données. Et ensuite, on va les assister dans le nettoyage de celles-ci jusqu'à l'import final, pour que vraiment les données qu'ils importent elles soient les plus pertinentes possibles, les plus précises possibles, on va dire. Et aussi, notre rôle, c'est vraiment de faciliter au maximum ce partage d'informations. Et bien sûr, si jamais vous avez vraiment beaucoup de références de produits, on travaille aussi avec des catalogues de produits qui sont appelés des PIM, ce qui veut dire Product Information Management. Et ces PIM, là, ce sont des logiciels qui vont permettre de gérer les informations produits. On travaille avec des PIM qui sont par exemple Agena 3000, Equadis, on a Akeneo aussi. Et ça va leur permettre de se synchroniser avec la plateforme pro d'Open Food Facts et ainsi ça va permettre de transmettre des données en un clic. Du coup, ça facilite vraiment le transfert de données. Ensuite, plutôt, Galan a évoqué le fait que l'affichage environnemental deviendrait obligatoire d'ici 2024 et pour les industriels, vraiment importer leurs données sur Open Food Facts et ainsi bénéficier d'un calcul d'un éco-score, ça va leur permettre d'anticiper, de prendre de l'avance sur le futur affichage environnemental. Le fait de savoir quel est l'éco-score de leurs produits, ça va leur permettre de prendre les mesures nécessaires à l'optimisation du coup de leur score, dans la mesure où sur Open Food Facts, vous avez un détail des calculs qui est disponible. Et ce détail, du coup, il va permettre d'être conseillé, d'être orienté. Ça va vous permettre d'avoir accès à des moyens de tendre vers l'éco-conception en choisissant avec plus d'attention du coup l'origine des ingrédients, en repensant à l'emballage, du coup vu que c'est le thème d'aujourd'hui, au mode de production, etc.
Et vraiment, sur cette plateforme pro, comme je vous l'ai dit, on apporte un maximum de détails et un exemple de type de conseils qu'on pourra vous afficher. Ça va être, entre guillemets, contient de l'huile de palme. Par la suite, juste en bas, il y aura noté la raison pour laquelle la présence d'huile de palme va apporter un malus à cet éco-score, parce que le système de l'éco-score, comme Gala vous l'a expliqué plus tôt, c'est vous avez l'analyse de cycle de vie, mais vous avez aussi des points bonus, des points malus en fonction des labels, etc. Et le fait de contenir de l'huile de palme pour un produit, ça représente un malus. Et grâce à ce message, vous pourrez ensuite découvrir la raison pour laquelle ça représente un malus. Et une façon dont vous pourrez découvrir ce message, c'est en vous rendant directement sur la plateforme pour les producteurs. Ensuite, au regard du Nutri-Score, ce qui est aussi important de préciser, c'est que pour permettre un bon calcul de celui-ci, ce qui va importer, c'est vraiment de renseigner des données précises, plus particulièrement sur les fibres, le taux de noix, les fruits et légumes qui sont contenus dans le produit. Et vraiment, grâce à toutes ces données et à l'algorithme qui, cette fois, est développé par Open Food Facts, ce qui va être remonté, ça va être on appelle ça des possibilités d'amélioration ou des alertes d'erreurs sur les données. Celle-ci, ça va permettre d'avoir des améliorations de recettes qui vont vous permettre de passer d'un Nutri-Score C à un Nutri-Score B, par exemple. Un Nutri-Score B à un Nutri-Score A, par exemple. Du coup, ça va vraiment vous permettre de comparer vos produits aussi à plein d'autres sur le marché. Vous avez plein d'options qui sont disponibles sur Open Food Facts et qui sont, encore une fois, complètement gratuites. Du coup, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Merci beaucoup. Finalement, entrer dans une réflexion autour de l'éco-score, ça permet aussi d'entrer dans une démarche de qualité, travailler de manière globale sur les coûts de conception du produit, sur l'impact des emballages, sur la qualité nutritionnelle. Donc finalement, c'est un bénéfice pour tout le monde, un bénéfice d'amélioration pour l'entreprise, un bénéfice de meilleure qualité pour le consommateur. Donc finalement, je dirais que ça va plutôt dans le bon sens. Mm-hmm. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Gala, que le Nutri-Score finalement a permis de constater que c'est une démarche progrès et qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent en compte l'amélioration de la qualité nutritionnelle et ça va vers le mieux. Donc croisons les doigts pour que ça aille dans ce sens-là. Tout à fait. Imaginons que je sois un producteur et que je souhaite mettre sur le marché, par exemple, des biscuits. Est-ce que vous auriez des judicieux conseils à m'apporter pour créer un emballage fiable et qui soit le moins impactant possible pour la planète ? Quelque chose qui est important de préciser, c'est que le recueil des données d'emballage par les utilisateurs d'Open Food Facts, ça va permettre de voir, par exemple, quels biscuits sont emballés avec le moins de plastique, de carton, etc. Mais notre travail, c'est vraiment un travail purement de collecte de données. Du coup, ça va être aux chercheurs, aux équipes de recherche et développement, aux experts de faire les recommandations les plus pertinentes aux producteurs. Pour le coup, c'est pas vraiment notre expertise. Donc vous arrivez juste en amont de ce travail de recherche que proposera par la suite les spécialistes. Exactement. Alors moi, je dirais peut-être d'éviter le suremballage parce qu'on en avait un petit peu parlé dans la préparation du podcast. On se disait quand même, il y a parfois des biscuits juste 6-9 biscuits qui ont 3 emballages différents de plastique, de carton, de film plastique. Ça, c'est quand même un gros questionnement. En espérant que tout votre travail de collecte portera ses fruits pour améliorer tous ces procédés. En guise de conclusion, nous invitons, vous qui écoutez, à rejoindre la révolution alimentaire menée par Open Food Facts. Donc, Gala et Sarrazine, pouvez-vous nous expliquer, la marche à suivre et vers quoi vous nous proposez d'aller ? Je vais vous proposer 4 façons de vous impliquer avec Open Food Facts. Si l'alimentation est quelque chose qui est important pour vous. Tout d'abord, tout simplement, en tant que citoyen, chaque fois que nous mangeons, soit environ 1000 repas par an, apparemment, c'est l'occasion d'avoir donc un impact positif sur la planète. Pour ce faire, vous pouvez utiliser par exemple notre application qui est complètement aussi gratuite et privée, sans pub. Quand vous faites vos courses, donc déjà avant d'acheter, être bien informé sur ce que vous achetez. Est-ce que ça convient à vos valeurs, à ce qui vous importe, à votre régime aussi. Donc, vous pouvez aussi, avec l'application, créer différentes listes, faire des recherches selon les critères qui vous importent le plus. Et pour ceux qui souhaitent pas utiliser l'appli, vous pouvez aussi utiliser bien sûr le site internet. Vous pouvez vous impliquer en tant que bénévole
parce que, comme je disais, nous sommes un projet qui est un projet collaboratif porté par les citoyens. Donc, si vous avez des compétences en communication, en développement technique, si vous souhaitez aider l'équipe producteur avec Sarrazine d'aller chercher des producteurs et de les inviter à rejoindre le mouvement de la révolution alimentaire, vous êtes le bienvenu. Donc n'hésitez pas à nous écrire et nous proposer vos compétences et devenir bénévole d'Open Food Facts. Ensuite, vous pouvez, si vous êtes une marque, rejoignez aussi la démarche de la transparence en partageant vos données directement avec nous. Ça permettra aussi pour vous en tant que marque de reprendre le contrôle sur les données publiques parce que souvent les données se retrouvent de toute façon, vos produits sont sûrement de toute façon sur la base d'Open Food Facts, donc autant aussi partager les données qui sont les plus justes. Finalement, on n'a pas mentionné plus tôt, mais Open Food Facts, c'est en fait une association. C'est une organisation à but non lucratif. Et donc, on existe vraiment grâce à des fonds publics et des dons des particuliers. Donc, l'important pour nous, c'est de rester indépendant de l'industrie agroalimentaire. Donc, même si on travaille avec les producteurs, c'est très important qu'on garde ce côté indépendant. Pour cela, on reste une association. Donc, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre sur notre page Hello Asso et nous soutenir. Et en tout cas, on est toujours content que les gens se joignent à ce mouvement vers plus de transparence et aussi faire la promotion d'un outil qui est un commun numérique libre et ouvert. Voilà. Si ça vous parle, faites-nous signe. On vous attend. Eh bien. Super. Est-ce que vous pouvez rappeler votre adresse de site internet ? Oui, alors c'est openfoodfacts.org. Donc facts avec un S. F-A-C-T-S. Oui. Donc merci mesdames pour votre participation. Bravo pour vos actions porteuses et impactantes. En tout cas, il n'y a plus qu'à saisir en masse sur l'application. Donc un grand merci à vous. Merci Sophie. C'était un plaisir de partager et de discuter d'un sujet qui est tellement important. Oui, merci beaucoup. C'était très, très, très sympa d'être avec vous aujourd'hui, Sophie. Avec grand plaisir. Et puis, longue vie à tous vos projets. Merci. Au plaisir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!